Et nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Ibrahim Boubacar Keïta. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Vous êtes le président du Mali. Vous étiez à Paris pour le sommet sur la paix et la sécurité en Afrique. La Centrafrique, mais aussi votre pays, le Mali, ont été au cœur de cette réunion à Paris. Je rappelle que vous avez été élu avec plus de 77% des voix en août dernier. Vous êtes entré en fonction il y a 3 mois. Et si on fait un bref retour en arrière, le président Amadou Toumani Touré a été renversé en mars 2012 par le capitaine Sanogo. Sa chute, je le rappelle, a provoqué l'insurrection du nord du Mali, menée par les Touaregs, qui ont ensuite été débordés, on peut le dire, par les djihadistes. L'armée française est intervenue en janvier 2013, c'est-à-dire il y a 10 mois. Monsieur le Président, ce sera ma première question. Est-ce que 10 mois après, vous êtes aujourd'hui le président de tous les Maliens? Je le suis, mais un point de l'histoire. Ouais. Je ne crois pas que la chute du président Touré ait été provoquée par provoquer l'invasion du Mali. C'est au contraire l'une des conséquences. Ouais. Le Mali était déjà depuis de longs mois la proie de groupes djihadistes et revendicatifs autres, indépendantistes, autonomistes et djihadistes. C'est cela corrigé. Je pense qu'il y a 2 mois que nous sommes aux affaires et 2 mois pendant lesquels nous n'avons pas beaucoup chômé. Uh-huh. Vous savez que nous faisons face à d'énormes défis de tous ordres, mais avec l'accompagnement des uns et des autres, surtout avec la confiance fabuleuse du peuple malien, je pense que l'essentiel sera fait, Inch'Allah. Alors, parlons de la question dans le nord de votre pays, c'est la question Touareg. Ces Touaregs réclament au minimum l'autonomie du Nord Mali. Quelles concessions est-ce que vous êtes prêt à faire aux Touaregs? Je suis très clair là-dessus. Nord Mali, comme toutes les régions du Mali, connaîtra une décentralisation très poussée dans tous les effets, mais d'indépendance pas question, d'autonomie pas question. Vous savez, nous sommes quand même un peu informés. Si toutes les revendications identitaires devaient aboutir à des gigantismes avec des indépendances, à des autonomies, la carte mondiale serait drôlement bouleversée. Ça n'a pas été question ailleurs, il n'en sera pas question au Mali. Ouais. Je crois d'ailleurs que toute cette affaire-là est conduite par une infime minorité, d'une minorité nationale, mais qui a sa place dans l'ensemble malien, qui est considérée. Et cette minorité se sent aujourd'hui stigmatisée du fait de l'ensemble de quelques-uns. Alors vous avez laissé entendre ces derniers jours que on vous obligeait à négocier, c'est-à-dire que peut-être la France vous obligeait à négocier avec des gens, il faut le rappeler, qui ont combattu à côté des djihadistes. Et ça, vous ne l'oubliez pas. Vous savez, cher ami, d'abord, on ne mobilise à rien du tout. Je dois dire simplement que les conditions dans lesquelles les derniers pas de la libération ont été effectués ont créé une certaine ambiguïté. C'est que partout, nous avons de manière conjointe parfaite libéré le Nord Mali, Tombouctou, Gao. Ouais. Là, l'approche de Kidal... Par contre, l'armée malienne n'est pas rentrée dans Kidal. Absolument, et ce qui n'est pas normal. Parce que je pense qu'il va y avoir une sorte de défiance a priori, comme si l'armée malienne, une fois à Kidal, s'y livrerait à des massacres d'un autre âge. C'est cela qui m'a révolté. Je crois que cette affaire-là va être corrigée. Je reçois moi-même à Bamako des groupes rebelles, des groupes Touaregs, notamment des gens du MNLA. Je ne pense pas qu'ils aient eu à se plaindre de l'accueil à Bamako, ni de conditions particulièrement avilissantes qu'on ait pu leur imposer en quoi que ce soit. Ce sont des Maliens, je pense qu'ils ont des soucis par rapport au développement de leur région, ce qui est parfaitement légitime. L'ensemble national malien, d'ailleurs, est dans ce cas-là. Le Mali a un problème de développement. Nous avons un problème d'aménagement du territoire. Mais toutes choses qui peuvent être connues autour d'une table et ensemble dans un pays ordonné. Mais vous direz que la France fait trop confiance, elle a trop tendance à faire confiance aux Touaregs, qu'elle est quelque part un peu peut-être naïve avec les Touaregs du MNLA? Non, je ne dirais pas. Vous savez, je pense que moi, je me concentre vraiment maintenant sur ce que je dois faire, moi, en tant que chef d'État du Mali. Et je sais bénéficier de la compréhension de la France et son accompagnement. C'est cela mon problème. Maintenant que tel ou tel se vante de la compréhension française ou de son accompagnement, c'est son problème. Je ne m'occupe pas de ça. Moi, l'essentiel pour moi aujourd'hui, c'est que la souveraineté du Mali soit totale sur l'ensemble du territoire national.
Et pour ça, vous allez devoir négocier avec les Touaregs. Nous sommes ouverts au dialogue. Les solutions de force, je n'aime pas beaucoup. On me dit homme à poigne, on dit beaucoup de choses, vous savez. Mais je privilégie toujours le dialogue. Ouais. C'est lorsque maintenant je suis en but à l'impossible qu'en tant qu'État, j'assumerai mes responsabilités. Et cela très clairement, que nul n'en doute. Alors, vous avez remercié à plusieurs reprises la présence des troupes françaises dans votre pays. Est-ce qu'il n'y a pas un changement dans l'opinion publique malienne, peut-être qui commence à trouver que la présence française est un peu trop longue? Est-ce que l'opinion publique est en train de changer vis-à-vis de la présence française? L'opinion publique malienne, je l'ai dit sans aucune espèce d'ambiguïté, c'est une interrogation simplement sur le cas de Kidal. Ouais. Pourquoi, selon elle, sont ses impressions Kidal serait une sorte de bastion privilégié, de sanctuaire. Ouais. Je ne vois pas l'intérêt derrière de la France à cela et je ne crois pas beaucoup que le sentiment populaire à cet égard-là soit tout à fait juste. Oui. Parce que je sais quelles assurances j'ai toujours reçues de la part des autorités françaises et je n'ai pas lieu de ne pas les croire. Mais vous avez rencontré le président François Hollande. Est-ce que vous avez l'impression qu'il a compris ce que vous lui avez dit concernant les Touaregs? Est-ce qu'il a compris la position du Mali concernant les Touaregs? Je ne crois pas qu'il avait besoin que je lui fasse la leçon. François Hollande est un homme, vous savez, qui est très patient. Et dont l'une des qualités principales, c'est d'écouter l'autre avec considération et avec respect, en tout cas dans mon cas. Et ça a toujours été ainsi, hein. Il l'a répété lui-même hier. On ne se connaît pas d'aujourd'hui, on se respecte beaucoup. Je crois qu'il connaît parfaitement la situation ambiante. Il la sait. Et je crois également que si quelqu'un est soucieux que le Mali recouvre l'intégralité de sa souveraineté territoriale, c'est bien François Hollande. Il n'y a pas lieu d'en douter. Mais donc vous allez intégrer d'une manière ou d'une autre les Touaregs dans la solution politique malienne? Mais cela ne va pas que de François Hollande, il y a beaucoup de paramètres. Mais à nous d'assumer et nous allons assumer. D'accord. Alors, Monsieur le Président, est-ce que la menace islamiste dans le nord de votre pays est totalement éradiquée en ce moment? Par contre, ça non. Et c'est bien pourquoi il serait souhaitable que nos amis français consentent à maintenir une certaine présence en ces lieux, hantés par des gens dont on a vu toute la nocivité. On les a vus à l'œuvre à Tombouctou, au lieu de culture, patrimoine universel, et de temps à autre, ils se font encore remarquer par des tirs d'obus sur les villes, notamment Gao. Donc, je crois que là, il y a des capacités résiduelles de nuisance qui font que ce n'est pas totalement encore éradiqué. Ouais. Alors on peut aussi faire référence à l'assassinat des deux journalistes de RFI, même s'ils ont été probablement assassinés par des bandits en fait proches d'Al-Qaïda, comme ça a été présenté. On a parlé d'une piste qui évoquait le trafiquant de drogue Baye Ak Bakabo. Vous confirmez cette piste? Où en est-on dans cette enquête? C'est mon niveau d'information. C'est mon niveau d'information. Vous savez, c'est vous dire toute la nébuleuse dans le Nord Mali. Ouais. Ces trafiquants en tout genre, tous ces trafics divers qui se confondent, ces faux nez qui se remplacent allègrement. Aujourd'hui, telle est de bonne composition, se fait inviter à la table, le lendemain, vous le trouvez dans une autre composition, dans un autre rôle, qu'il cesse d'abuser les gens. Et que nous aussi, tous confondus, tous les intervenants là-bas, nous ouvrions enfin les yeux pour comprendre que nous avons affaire à de drôles de manipulateurs, comme ceux qu'ils font quotidiennement, les Venezuela fait quotidiennement avec les femmes et les enfants à Kidal, qui est intolérable. Pousser les femmes et les enfants au devant est d'une grande lâcheté. Et vous n'avez pas d'informations plus précises sur la suite de l'enquête sur l'assassinat de nos deux confrères d'RFI? Hélas, non. Le Bakabo, pour ne pas le citer, court toujours, mais ne courra pas longtemps. Alors, c'était là. Inch'Allah. Oui, Monsieur le Président, c'était l'un des points centraux de ce sommet de Paris. C'est comment organiser la sécurité en Afrique. Et on sait que les pays occidentaux, et la France en particulier, souhaiteraient que l'Afrique prenne plus sa part de la charge de sa sécurité. Est-ce que vous pensez qu'il est trop tôt pour que l'Afrique assume cette responsabilité de sa sécurité? Vous savez, c'est avec beaucoup de gêne que nous en sommes là où nous sommes. Mais si les gouvernances qui ont été imposées à nos peuples ont été incapables de créer des situations de fondation d'État dignes de ce nom, au point où nous en sommes aujourd'hui à une époque que nous croyons révolue, que nous sommes obligés de faire appel
à l'ancienne puissance coloniale qui, fort justement, n'a plus ses élans coloniaux, et au contraire vient maintenant par devoir de solidarité, et aussi parce qu'il y a un partage de mémoire. Il y a eu également, le passé est là. Nous avons quand même perdu beaucoup des nôtres sur les théâtres européens, singulièrement français. Et je dis que le sang mêlé à Verdun et sur les grands théâtres de la Seconde Guerre mondiale, le Garigliano, la Provence, tout cela fonde une solidarité à laquelle nous ne pouvons pas échapper. Mais ça nous interpelle que 50 ans après nos indépendances, alors que nous avons nos fanions, nos motards, nous en soyons encore à mendier une assistance militaire, n'est pas normal. Mais il y a un problème qui se pose. Il faut que nos armées soient refondues, soient plutôt recueillies. Chez nous, nous sommes en train de le faire aujourd'hui avec l'aide de l'EUTM, cette Union européenne, qui le fait de manière admirable, sous un commandement français d'ailleurs. Mais il faut que des hommes formés soient équipés. Que l'on nous permette alors d'avoir accès au marché des armes, de ce qu'il faut comme équipement, en tant qu'État souverain. Au lieu que de nous laisser nous empêtrer dans des combinaisons douteuses avec des trafiquants de tel ou tel ordre. Non. Un État digne de ce nom mérite mieux que cela. Le temps passe très vite. J'ai encore une question à vous poser sur le putschiste capitaine Sanogo. Il est pour l'instant en prison à Bamako. Est-ce qu'il sera jugé rapidement? Vous savez, dès lors qu'une affaire est en justice, je ne la commande pas. Mon rôle à moi, État malien, c'était d'assurer que la justice passerait à sa demande. Et elle est en train de passer. Je lui fais entièrement confiance. Je voudrais quand même revenir sur juste un point. Oui, rapidement. C'est que la décision du président Hollande de nous aider à former 20 000 de soldats africains. Ce qu'il a annoncé hier, oui. est une très très bonne chose. On va dans le bon sens. Et nous l'avons accueilli avec beaucoup de faveur. Merci. C'est moi, M. Merci, Monsieur le Président, d'avoir été l'invité du 64 minutes. Merci beaucoup. C'est moi, M. Lambrèche. Merci. Bon retour au Mali. Merci.